Cyril Malka, sans divan. Bonsoir et puis bonjour pour ceux qui nous voient ou enfin qui participent à partir du continent américain. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait passer à des phénomènes, voilà, j'ai la fourche qui langue, des phénomènes qu'on appelle les distorsions cognitives. Alors, avant tout, pour commencer, les distorsions cognitives, ça n'est pas une maladie, ce n'est pas anormal, ce n'est pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est fou. Les distorsions cognitives, ce sont des principes qui sont utilisés dans notre tête, ce sont certaines vérités, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Des biais, ce qui veut dire que ça biaise notre compréhension de certaines choses. Il y a 14 biais cognitifs. Il y en a plus que ça si on prend ceux qui en découlent avec des petites différences, mais à part ça, on va dire qu'il y a 14 grandes distorsions cognitives et on va donc les passer en revue dans ce webinaire. Alors avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental et hypnothérapeute si besoin est. Pour en savoir plus sur moi et sur mes formations, blablabla et tout ça, vous pouvez aller sur mon site principal, malka.fr. Là, il y a une partie qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Vous pouvez en savoir plus sur moi et vous pouvez même prendre rendez-vous en ligne si vous en avez besoin. Maintenant, passons aux choses sérieuses. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une distorsion cognitive? Alors la définition officielle, c'est donc que c'est un schéma de pensée qui est exagéré, qui est irrationnel et qui est impliqué dans l'apparition d'états psychopathologiques. C'est-à-dire que la dépression, l'anxiété, les angoisses et d'autres problèmes psychologiques sont en fin de compte, dépendent de ce schéma de pensée qu'on appelle schéma négatif ou schéma. Et donc, c'est ces distorsions qui mènent donc les différentes personnes à percevoir la réalité d'une certaine façon et qui est généralement une façon inexacte. La base de ce savoir, de cette méthode, de cette théorie qui d'ailleurs a été vérifiée, les bases ont été jetées par un psychologue américain qui s'appelle Aaron T. Beck et qui est considéré comme l'un des grands scientifiques dans ce qui est de la psychologie cognitive. Il a fait un travail énorme. Et puis lorsque je préparais ce webinaire, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que j'ai toujours entendu parler d'Aaron T. Beck et je l'ai lu. Mais je me suis dit il est mort quand lui en fin de compte parce que j'ai toujours entendu parler d'Aaron T. Beck. Eh ben, je ne connaissais pas la date de sa mort tout simplement parce qu'il n'est pas encore mort. Il est parfaitement vivant. Il est né en 1921, donc il a 99 ans. S'il tient le coup jusqu'à juillet, il fêtera ses 100 ans. Donc c'est pour ça que j'ai pas remarqué sa date de mort. Il est tout simplement parfaitement en vie. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc ces schémas de pensée négatifs qui vont renforcer et qui vont même faire naître des émotions et des pensées négatives. Et dans des circonstances difficiles, quand on est dans certaines situations, ces pensées déformées vont faire qu'on va avoir une vision globale négative du monde, de l'environnement, des autres, etc., etc. Ce qui fait qu'on va plus facilement tomber dans un état mental dépressif, anxieux ou autrement irrationnel. Donc, selon les théories de Beck, le sens de l'interprétation que les gens donnent à leur expérience, ça influence
tout à fait le fait qu'ils se sentent déprimés ou pas. Alors, je sais que dans les anciennes théories freudiennes, blablabla, etc., on a relié tout ça avec l'enfance et des choses qui vous sont arrivées, etc., etc. Là, on n'est pas du tout dans cet ordre de pensée du tout. On va dire que cela vient de votre perception, de votre compréhension du monde et de l'environnement, et c'est donc votre réaction ou votre façon de gérer ces différentes choses. Après, d'où vient cette façon de voir les choses, ça c'est encore une autre histoire et ça dépend de différentes choses. Mais là, on ne va pas entrer dans ce sujet pour l'instant. Bonsoir Sadia. Beck, comme la plupart des psychonautifs, en fin de compte, qui ont fait un travail énorme dans ce domaine, en fin de compte, il a commencé en tant que psychanalyste. On est beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça. J'ai commencé comme psychanalyste également. Albert Ellis, qui est aussi l'un des grands théoréticiens dans la psychologie cognitive, et c'est d'ailleurs pour la plupart de ces théories que j'utilise, il a commencé comme psychanalyste. Enfin bref. Et comme beaucoup de psychanalystes, Beck, il a commencé à remarquer qu'il y avait déjà que ça ne marchait pas très bien, la psychanalyse, pour ce qui est dans le domaine de la dépression et d'autres choses. Pour le dire franchement, ça n'a jamais aidé personne. Et il a remarqué qu'il y avait des processus de pensée déformés automatiques lors de sa pratique, parce que le patient, logiquement, quand le patient vous dit tout ce qu'il y a, il y a la règle de dire tout ce qui nous vient à l'esprit, donc on dit tout sans rien retenir. Et Tibet, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, ces patients, ils avaient des peurs, des pensées, des perceptions irrationnelles qui étaient automatiques. Et ces perceptions, en fin de compte, il a remarqué qu'elles n'étaient pas normales parce que lui aussi, il avait les mêmes... Enfin, on peut avoir certaines pensées automatiques qui sont irrationnelles, certaines vérités que l'on utilise un petit peu sans y penser. Et tant qu'on est sur la même longueur d'onde, on remarque rien. Et donc certaines de ces choses, comme elles sont tellement au quotidien, quand elles sont tellement implantées dans la culture, dans le développement, en fin de compte, on a une tendance à ne pas les remarquer parce que c'est devenu une vérité pour nous aussi. Et donc, il a remarqué que ces patients, donc, ils ne signalaient pas ça comme des problèmes, puisque c'était une vérité, puisque c'était normal, et que lui non plus, au départ, il n'avait pas remarqué. Et donc, il a étudié un petit peu cette façon de penser, et ses idées, ses pensées biaisées, et il a remarqué donc que la plupart du temps, les pensées biaisées, elles étaient surtout basées contre soi-même, enfin contre le patient en lui-même. Et donc, en travaillant avec ça, il a donc remarqué que, oui, il y avait quelque chose qui revenait constamment et que les patients avaient une tendance, surtout les patients dépressifs, parce qu'il a travaillé beaucoup avec les dépressifs, que les patients dépressifs avaient une tendance à avoir ces pensées déformées, ces processus de pensée qui menaient à se concentrer sur une sorte de dégradation de soi, qu'ils amplifiaient extrêmement les petites choses. Il y avait un petit problème ou un revers mineur, ça prenait tout de suite une grande importance. Enfin bref, il a remarqué qu'il y avait quand même certains schémas qui revenait, et c'est comme ça qu'il a vraiment commencé à travailler sur ce genre de choses. En 1972, donc, il a publié son livre Depression, Causes and Treatment, et justement parce qu'il n'était pas satisfait de la façon dont le traitement freudien conventionnel travaillait sur la dépression. Il n'y avait absolument aucune preuve de succès de la psychanalyse freudienne, enfin on en était toujours au même principe. Il a fait des études sur plusieurs milliers de personnes. Alors, l'avantage aux États-Unis, c'est que, et c'est pour ça que beaucoup d'études viennent de là, c'est qu'on a aux environs de, je ne sais pas combien ils sont, ils doivent être 350 millions, quelque chose dans ce genre-là. On a quand même 350 millions de personnes qui parlent la même langue,
et puis qui ont plus ou moins une culture approchante. Ils ont tous plus ou moins la même culture. On ne peut pas faire le même genre d'études en Europe parce que même si on est aussi 350 millions, parce que entre un Suédois et un Espagnol, un Italien, un Français et un Anglais, je veux dire, c'est 5 cultures totalement différentes, 5 langues différentes, enfin bref. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites aux États-Unis et Beck avait donc étudié plusieurs milliers de dépressifs, il les avait catégorisés, enfin c'était pas lui tout seul, hein, il avait toute une équipe de psy quand même, euh, et donc il a ramené toutes les informations possibles, l'environnement familial, l'échelle sociale, le placement sur l'échelle sociale, l'éducation, les formations, marié, pas marié, enfin bref, tout un tas d'informations. Et il s'est rendu compte, en analysant les résultats, tout simplement, que on ne pouvait pas, sur la dépression, on ne pouvait pas mettre le doigt sur une chose précise dépressive. C'est-à-dire que les gens qui étaient dépressifs, il y en avait qui avaient eu une bonne enfance, d'autres une mauvaise enfance. Il y en avait qui venaient de familles pauvres, d'autres de familles riches, de bonne formation, de mauvaise formation. Enfin bref, il y avait de tout. On ne pouvait pas dire, ben oui, il y a un élément, c'est les enfants qui ont vécu ceci ou cela, qui sont dépressifs. Non. Il s'est rendu compte tout simplement que ça vient de leur façon de penser et de voir les choses. Pour certains dépressifs, s'ils n'avaient aucune raison d'être dépressifs, si rien ne se passait, ils en trouvaient une, ils en inventaient une. Donc on s'est de cette façon rendu compte que il y a un schéma de pensée, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de comprendre les choses, de comprendre la vie qui fait que on peut aller dans le mur ou on peut passer à côté. Donc, à partir de toutes ces... Sadia me demande, sont-ils hypersensibles? Les dépressifs, certains le sont, d'autres ne le sont pas. Il n'y a pas de point commun, autre que c'est une certaine façon de penser, de voir les choses. Il n'y a pas de, on peut pas réunir ça sous un ou autre critère. Alors sur ces différents biais, ces différentes distorsions, certaines vont mener à l'angoisse, à la dépression, etc. D'autres vont mener à la colère, d'autres vont mener... Enfin bref, il y a toute une pléiade de pensées, et on peut en avoir plusieurs, et encore une fois, il n'y a rien de anormal là-dedans, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins à un certain niveau, et généralement, le bon côté des choses, c'est qu'à moins de souffrir d'un trouble de la personnalité, on peut s'en sortir, généralement. Alors la première de ces pensées ou de cette façon de ce biais, ça va être ce qu'on appelle tout ou rien. C'est aussi ce qu'on appelle la pensée de fractionnement ou la pensée en noir et blanc ou la pensée polarisée. C'est quelqu'un qui a un tout ou rien, il va voir la vie, il va catégoriser tout en noir et en blanc. Soit c'est un succès, soit c'est un échec. Ou il est bon, ou il est mauvais. Il n'y a pas de situation intermédiaire, il n'y a pas de ton de gris. Comme j'ai l'habitude de dire, même mon vieil ordinateur, il avait 256 formes de gris, mais eux, non. C'est donc à dire que s'ils font quelque chose, s'ils effectuent un travail ou une prestation quelconque, du fait où il y a toujours quelqu'un qui va de toute façon trouver quelque chose à redire, il y a toujours quelqu'un pour critiquer, eh ben, il va suffire qu'une personne fait une critique pour qu'on se dise bon bah ok, ça c'est un échec total, quoi, c'est encore totalement planté. Le penseur polarisé ou le penseur tout ou rien ou noir et blanc, il a du mal à accepter la notion d'être assez bon ou de réussir partiellement ou de il y avait des trucs qui étaient bien, des trucs qui étaient moins bien, c'est à travailler. Et ça, c'est un système de pensée que l'on a beaucoup dans les choses qui nous paraissent importantes ou qui nous font peur éventuellement. Ou si par exemple, on est au régime, oui, parce que j'ai commencé un régime, je m'habille en noir maintenant. À part ça, si on est au régime et il y a des choses que l'on ne mange pas,
Et puis si on tombe dans le panneau et puis qu'on prend une cuillère de glace ou un morceau de pizza ou un chocolat ou ce que vous voulez, et ben la personne qui va faire ça va dire bon bah voilà, ça y est, j'ai rompu mon régime, c'est un échec, donc du coup autant bouffer toute la glace quoi ou toute la pizza. Et donc on va donc du tout au rien. Plutôt que de se dire zut merde là je me suis planté, bon bah je balance le reste et puis on n'en parle plus. Non, ça va être, ben voilà, chasser le naturel, il revient au galop, etc., etc. Donc pour lutter contre ce genre de choses, il est important d'apprendre qu'il y a quand même certaines nuances, et ça c'est le travail qu'on fait donc généralement avec le client. Et cette distorsion, elle est donc justement très souvent trouvée chez les perfectionnistes, justement. En deuxième position, on a ce qu'on appelle la généralisation. Alors, quelqu'un qui généralise ou surgénéralise, comme on le dit des fois, ça va être une personne qui va faire une généralisation à partir de preuves insuffisantes ou même qui n'existent pas. C'est-à-dire que s'il arrive une chose, un événement négatif, eh ben pour lui, ça va être, bon ben voilà, ça y est, on est parti, c'est une défaite sans fin en quelque sorte. Donc c'est-à-dire qu'il va tirer une règle très large, une conclusion large, à partir d'un seul incident, et même s'il n'y a pas de preuve ou si rien n'est produit. Si quelque chose de grave ou d'important se produit, même s'il se produit une seule fois, eh ben pour lui, ça va se produire encore et encore et encore et encore. Euh, Par exemple, on va dire, tiens, il y a une jeune femme qui va être invitée à un rendez-vous galant, elle va sortir, ça va bien se passer, et puis il va pas la rappeler, il va pas la réinviter, peut-être parce que ça lui correspond pas, ou bref. Et ben boum, elle va être désemparée, bah, c'est toujours ce qui m'arrive, je trouverai jamais l'amour, personne ne m'aimera jamais, enfin bref. Et là, on est parti donc sur une situation dont elle ne connaît pas l'explication, en fin de compte, mais donc elle en tire toute une généralisation, toute une règle de généralisation. Généralement, quand les gens sont dans cet état d'esprit, par exemple, si ses copines lui demandent d'aller dîner, de rencontrer quelqu'un, ben, va le dire, ben non, ça vaut même pas le coup d'essayer parce que personne ne va m'aimer. De toute façon, le monde est pareil, ils sont mesquins, ils sont égoïstes, etc., etc., etc. Donc, on tire une généralisation par rapport à certains éléments et en fin de compte, c'est ce qui nous met dedans. Ensuite, on a le filtrage, comme on l'appelle. Alors, les distorsions de filtrage, c'est que lorsque on se concentre ou on ne voit que les détails négatifs d'une situation et qu'on filtre les aspects positifs, en quelque sorte. Donc, si par exemple, par exemple, j'ai régulièrement des clients qui ont des angoisses, et ben vous allez voir que dans ce cas-là, lorsque le client a fait un exercice, je lui ai donné un exercice à faire, par exemple, il l'a fait, il l'a réussi. Et quand on en reparle, lui, il va se concentrer sur le fait que ça a été difficile, qu'il a eu peur, que ça a été désagréable. Donc, pour lui, ça a raté. Alors que je pourrais lui dire, mais non, attendez, ça a réussi, vous avez fait l'exercice, ça s'est bien passé. Mais non, ça, il ne le voit pas, il va seulement voir les côtés positifs, négatifs, pardon. Le filtrage, ça va être un petit peu comme une goutte d'encre dans un pichet d'eau qui va pour lui décolorer tout le pichet. Donc ça, le filtrage, c'est un élément important et si vous y réfléchissez bien, vous allez voir qu'on utilise tous ce filtrage à un moment donné et il est important d'y être attentif parce que avec ce filtrage, des fois, on ne veut entendre qu'une seule réponse. On veut le reste, ça va nous passer à côté parce qu'on va tout simplement le filtrer. Et ça me rappelle une histoire. Quand, bon, c'est un filtrage sur un niveau un petit peu plus anodin, bien entendu. Mais quand on a quitté le Danemark, quand on a déménagé, on n'a pas tout pu prendre, on avait pas mal de trucs, donc on a jeté pas mal, et puis on a vendu, ça s'appelait pas eBay à l'époque, c'était un truc danois, et on a vendu certains de nos meubles au travers de ce système.
arrive à un moment donné, on devait vendre le canapé. C'était un système de 2 canapés, un de 3 places, un de 2 places. Ils étaient super beaux, mais sur l'un des coussins, il était un petit peu vieillot. Il y avait des traits, il y avait des petites coupures. Enfin, c'est pas des coupures qui passaient au travers du cuir, mais il y avait des petites rayures. Et donc arrive un couple qui veut acheter ce sofa, enfin qui voulait le voir en tout cas, ces canapés. Et donc la femme, waouh, ils sont bien, ils sont super, etc., etc. Et elle demande à son mari, alors qu'est-ce que t'en penses? Lui il dit ouais, je trouve que bon, c'est vrai qu'il a l'air bien, mais j'aime pas trop ses rayures, etc., etc. Et puis donc elle le regarde, elle regarde le canapé, et puis elle lui dit, oh, dis non, il est bien, etc. Ah oui, puis ça irait bien ici dans le salon, à tel et tel endroit, etc. Alors qu'est-ce que t'en penses? Qu'elle lui redemande. Et là, le bonhomme, il donne encore la mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'il dit, ouais, mais moi, je trouve quand même que les rayures, c'est gênant, etc. Elle ne voyait plus les rayures, elle ne voulait pas les rayures, elle voulait le canapé, et elle l'a eu d'ailleurs. Et je crois qu'elle lui a demandé au moins une dizaine de fois, qu'est-ce que tu en penses, jusqu'au moment où le mec, il a baissé les armes en disant, bon, bah, ok, on le prend, quoi. Là, on a un exemple de filtrage. Bon, moi, je l'avais vu dès le deuxième coup, je me suis dit, oh là là, mon père, tu peux tout aussi bien laisser tomber, elle le veut, elle l'aura. Donc, mais il a passé une bonne vingtaine de minutes quand même. Donc, ce filtrage, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement pour filtrer les émotions, les choses qu'on ne veut pas entendre, les choses qu'on ne veut pas accepter, pour faire ce qu'on veut, pour continuer dans le chemin dans lequel on veut, etc. Et donc, ce filtrage est difficile à gérer en tant que biais parce que justement il est tellement implanté dans notre société et dans notre façon de penser et donc on n'y fait pas attention quand il arrive. Donc soyez très attentifs au filtrage. On a un petit peu dans la même façon de voir les choses, on a ce qui s'appelle la disqualification du positif. Alors, la disqualification du positif, c'est une espèce de rejet des expériences positives. On va dire, bah, ouais, mais ça compte pas. C'est un petit peu comme si seul le négatif compte, mais le positif, bon, ouais, bon, bah ça, pas de souci. Donc, c'est peut-être, je crois, avec le filtrage, c'est peut-être l'erreur la plus courante dans le domaine des distorsions cognitives. Et ça, c'est quelque chose qu'on va entendre très souvent en lien, en couple avec d'autres distorsions cognitives, où on va d'un côté se dénigrer, et d'un autre côté, si quelqu'un met en avant certaines de vos qualités, on va dire ouais, mais bon, ça tout le monde peut le faire, ou de toute façon ils sont gentils envers moi, enfin ils disent ça juste pour être gentils, enfin bref. Donc ça c'est la disqualification du positif. Puis on a la méthode du médium, pourra-t-on dire. C'est ce qu'on appelle sauter aux conclusions. Sauter aux conclusions, c'est arriver à des conclusions généralement négatives, préliminaires, avec peu de preuves, voire aucune preuve. Donc, on va directement de A à Z sans prendre en compte tout ce qui peut se produire, tout ce qui a pu se produire, tout ce qui se passe. Alors, il y a généralement deux sous-types. Il va y avoir ce qui s'appelle la lecture de pensée, en quelque sorte. Et c'est-à-dire qu'on va déduire les pensées possibles, encore une fois généralement négatives, d'une personne à partir de son comportement ou de sa communication non verbale. Et puis on va prendre des précautions contre le pire cas suspect sans demander à la personne. Par exemple, on va dire qu'on a Kevin qui est assis seul au déjeuner à la cantine. Et puis, il se dit, je suis assis seul parce que tout le monde pense que je suis un loser, quoi. Et donc ça encourage ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, parce que lui, il ne va pas initier de contact social parce qu'il a peur que ceux qui l'entourent le perçoivent comme un loser. Donc, il va se conforter dans cette idée. Et c'est pour ça que je suis assis tout seul. Donc ça, c'est sauter aux conclusions, lire dans la pensée des gens, savoir pourquoi les gens font ou ne font pas certaines choses, etc.
Et la deuxième sous-catégorie, c'est être le diseur ou la diseuse de bonne aventure. C'est-à-dire qu'on va prédire les résultats, alors ça aussi bien entendu c'est négatif, hein, parce que sans ça ça ne vaut pas, de différents événements. On va savoir que de toute façon, si je fais ça, il va m'arriver ça et ça et ça et ça, et ça ne marchera jamais de toute façon. Et de toute façon, je ne peux rien y faire. Enfin bref, donc on peut voir le futur. On peut lire les pensées des autres et on peut lire le futur. Ça, c'est donc sauter aux conclusions. Ensuite, il y a l'exagération et la minimisation. Et là, c'est généralement, ça peut ressembler un petit peu à ce dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'on va donner plus de points à un échec, une faiblesse ou quelque chose que l'on voit comme menaçant ou difficile, et puis on va donner un poids beaucoup moindre à un succès ou à une force que l'on a ou à une opportunité, ce qui fait que les gens on va faire en fin de compte un orage dans un verre d'eau pour le négatif, et puis on va minimiser le positif. Généralement, on va aussi exagérer les caractéristiques positives des autres et on va minimiser nos caractéristiques positives. Généralement, ça va main dans la main avec... alors, je connais l'expression en anglais, mais je ne crois pas qu'elle existe en français, mais ce qu'on va appeler catastrophiser en anglais, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va... Ouais, c'est faire vraiment une montagne d'une taupinière ou un orage dans un verre d'eau. On va tout rendre vraiment une catastrophe. On va donner plus de poids au pire résultat possible, même s'il est improbable. Ou alors, on va vivre une situation, on va se dire qu'elle est insupportable ou impossible, alors qu'en fin de compte, elle est simplement inconfortable. Beaucoup de gens utilisent trop de superlatifs lors des choses négatives. Les gens ne sont plus tristes, maintenant on est déprimé. Maintenant on n'est pas inconfortable, mais on ne supporte pas. Et il est important justement de remettre les mots justes sur les différentes émotions et les différents ressentis. Puis il y a ce qui s'appelle le raisonnement émotionnel. Alors, le raisonnement émotionnel, c'est on suppose dans ce cas-là que les sentiments que l'on a à propos de certaines choses exposent la vraie nature des choses et font l'expérience de la réalité. C'est-à-dire qu'on croit que quelque chose est vrai uniquement sur la base d'un sentiment. Alors, attention, je ne parle pas d'intuition, c'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est plutôt je me vois ou je me sens ou je sens que je suis totalement stupide, donc je le suis. J'ai peur de voler en avion, donc c'est parce que les avions sont une façon dangereuse de voyager. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'intuition, c'est prendre un sentiment, prendre une émotion que l'on a par rapport à certaines choses et en faire une vérité, en faire un raisonnement, exposer une vraie nature. Par exemple, il va falloir que je nettoie la maison, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où finir, donc il est même impossible de commencer à nettoyer. Donc de cette façon, on se bloque. Il y a aussi ce qui s'appelle doit, ce que l'on doit faire et ce que l'on devrait faire. Alors là, par contre, on n'est plus chez Aaron T. Beck, mais on est chez Albert Ellis, dont j'ai parlé au début. C'est lui qui avait appelé... et c'est lui qui avait inventé, j'allais dire, le mot masturbation, du mot must, devoir, et donc un mot valise avec masturbation, donc masturbation. Parce que tout simplement, quand on se lave le cerveau avec ce que moi je dois faire, ce que je devrais faire, ce que j'aurais dû faire, ce que les autres doivent faire, ce que les autres auraient dû faire, enfin bref, on va ou se culpabiliser ou avoir de très gros problèmes, ou alors on va se mettre, si on dirige ça vers les autres personnes, on va entrer donc dans des colères folles parce que elle aurait dû ou il aurait dû faire ça ou elle n'aurait pas dû, enfin bref. Donc ce devrait, il va être à la base de toute
ou la plupart de tout ce qui s'appelle des pensées irrationnelles. À partir du moment où vous commencez, alors là je ne parle pas de droit civique où vous devez vous arrêter au feu rouge parce que bon bah je veux pas parce que c'est un doigt et c'est pas de la masturbation. Donc n'allez pas dire que vous avez un psy qui vous a dit que vous n'avez plus besoin d'écouter les règles. Donc bien entendu, il y a des devoirs à faire et à ne pas faire, mais pour ce qui est des choses psychologiques, à partir du moment où on exige de soi-même, par exemple de ne pas faire d'erreur, d'être d'une certaine façon, ou que l'on exige d'autres de faire ou de ne pas faire certaines choses, vous tombez dans le piège doit ou devrait, et ça c'est une distorsion, une des plus grandes distorsions qui existent en ce moment et qui peut vous mener à vous bloquer totalement, à aller même à l'encontre, parce que si vous vous dites je dois faire ça ou je devrais faire ça, vous pouvez devenir teenager ou ado et vous dire bah non, je vais me rebeller contre moi-même, et puis en fin de compte, vous allez ne pas faire quelque chose que vous devez faire. Enfin bref, on n'en finit pas, et ça c'est une des pierres angulaires des distorsions cognitives, et c'est vraiment à voir si vous avez certains soucis, essayez de voir s'il y a un doit ou un devrait ou ne devrait pas ou etc. Dans vos pensées. Et si vous trouvez et vous délogez ce doit ou devrait, ne doit pas ou ne devrait pas, là vous avez déjà pas mal avancé. Oui, ils se mettent des barrières dans leur vie, exact, me dit Sadir. Ensuite, nous avons le piège de la gratitude. Alors ça, c'est une mauvaise conception de la pratique de la gratitude. Alors là aussi, il y a deux schémas de pensée. Ils sont liés, mais ils sont quand même différents. Le premier, il est auto-orienté. Et c'est-à-dire que c'est quand ça implique des sentiments de culpabilité, de honte, de frustration. C'est un petit peu relié au devoir dont je viens de parler. Et si on se dit bah, j'aurais dû faire ça ou j'aurais pas dû faire ça, ou là on arrive à ce piège. Donc le piège de la gratitude, ça va souvent être que je ne devrais pas agir comme ça envers ma mère ou envers mon père ou envers un tel qui m'a aidé ou qui a été gentil avec moi, ou c'est un peu de la culpabilisation. Et c'est donc ce piège quand il est orienté vers nous-mêmes. Oui, il y a Stéphanie qui me dit oui, il faut que. Exactement, c'est Stéphanie. Et donc dans l'autre sens, le piège de la gratitude, c'est lorsque l'on l'utilise contre les autres. C'est-à-dire que l'on utilise la gratitude comme rendre les gens ou les autres ou un autre redevable. Il nous est redevable parce que j'ai été gentil envers lui, ou parce que je n'ai pas fait ceci, et parce que j'ai fait cela, et parce que je l'ai aidé, etc., etc., etc. Donc le piège de la gratitude, c'est comme beaucoup de ces problèmes cognitifs, ça va être une épée à deux tranchants en quelque sorte, qui peut être utilisée soit envers vous-même ou soit envers les autres. Là aussi, on a encore une épée à deux tranchants, et c'est ce qu'on appelle la cognition, le problème de la personnalisation ou du blâme, et le blâme. La personnalisation, c'est s'attribuer un blâme ou s'attribuer un blâme personnel qui est disproportionné, qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec le niveau de contrôle que l'on a dans une situation donnée. Par exemple, ça va être le cas d'une maman, par exemple, qui a un enfant qui a de mauvaises notes à l'école, et la mère va penser que c'est parce qu'elle n'est pas une bonne mère, elle n'est pas un bon parent, que son enfant que c'est de sa faute en quelque sorte. Alors là, on a un double problème en France. Je ne sais pas comment c'est au Canada. Il faudra demander à notre petite Canadienne. Mais en France, on a le problème de la psychanalyse qui va pousser également dans cette direction et qui va vous dire mais oui, si votre enfant a des problèmes, c'est nécessairement de votre faute. Et ça, enfin, vous avez beaucoup à y faire et c'est beaucoup votre problème. En fait, c'est pas vrai. En tant que parent, on a
pas autant de... Maintenant, il ne faut pas se la péter. On n'a pas autant de force que ça. On ne peut pas vraiment décider de son enfant et de la façon dont il va évoluer. On peut essayer de l'influencer, mais s'il veut ou s'il ne veut pas, il n'y a rien à y faire. Donc, on va dire que la personne qui va personnaliser, elle va donc prendre la faute ou elle va s'imaginer que c'est de sa faute si telle ou telle chose est arrivée à un tel ou à une telle. Le blâme, c'est donc le contraire. Là, on va placer la faute sur d'autres personnes plutôt que sur soi-même. Là, c'est plutôt on a fait une connerie et plutôt que de prendre la personnalité, on va se rendre victime et puis on va rejeter la responsabilité des problèmes que l'on a sur l'autre. C'est quelque chose que l'on voit régulièrement dans les problèmes de couple, où l'une des parties va rejeter entièrement la responsabilité de tous les problèmes sur l'autre. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre. Le fait de toujours avoir raison, c'est également une distorsion cognitive. Et ça, cette idée que, en fin de compte, me tromper, c'est tout à fait impensable, quoi. Enfin, la dernière erreur que j'ai faite, c'était le 17 janvier 1943, mais à part ça, je me trompe jamais. Donc cette distorsion, elle va se caractériser par le fait où on se dit tout simplement que tout ce qu'on fait, nous, c'est correct, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est nécessairement l'autre, la faute de l'autre. C'est une distorsion cognitive que l'on voit dans beaucoup de troubles de la personnalité, comme les sociopathes, les narcissiques, etc., etc. Mais il ne suffit pas d'avoir une personnalité, un problème de personnalité pour avoir cette distorsion cognitive. Oui, comme Sadia me dit, donc on n'a jamais le dernier mot. En gros, ouais. Ouais. Au Danemark, il y a une réplique que l'on utilise généralement, et ça va être "Du får ret, jeg får fred", c'est-à-dire tu as raison et moi j'ai la paix. En gros, ça veut dire bon, bah ok, on arrête là, c'est bon, t'as raison, fous-moi la paix, quoi, en gros. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui ont ce problème, mais généralement, ça va être des personnes qui ont un manque de confiance en elles et qui, si elles se trompent ou si si les choses ne vont pas, elles sont totalement perdues et donc pour elles, il ne faut vraiment pas qu'elles aient tort et donc elles tiennent absolument à toujours avoir raison. Encore une fois, si c'est une distorsion cognitive que l'on trouve dans ces troubles de la personnalité, ce n'est pas parce que l'on a cette distorsion cognitive que l'on a ce trouble de la personnalité. Ne faites pas le lien dans ce cas-là. Ensuite, on a ce qui s'appelle... Alors, là j'ai eu des problèmes avec celle-là parce qu'en anglais, ça s'appelle fallacy of change. Et fallacie, c'est erreur, c'est mauvaise théorie, enfin, c'est un petit peu plus large. Mais en fin de compte, c'est essayer de contrôler, d'obtenir des actions coopératives d'une autre personne en utilisant une forme de contrôle social. Par exemple, ça va être le fait de constamment présenter ses opinions politiques à quelqu'un parce qu'on veut qu'il change d'avis et on ne peut pas être satisfait de savoir que il n'est pas d'accord avec nous. On veut absolument que cette personne voit, généralement le truc de notre point de vue, mais veut absolument être d'accord. Généralement, on trouve également cette façon d'agir dans les relations abusives où les visions de l'un des partenaires va être dépendamment de croire ou de penser que le bonheur arrivera lorsque l'autre changera. C'est-à-dire que tant que tu ne changeras pas, on n'arrivera pas au bonheur, on ne pourra pas être heureux. Eux, par contre, bien entendu, il est hors de question qu'ils changent. Donc l'erreur de changement, c'est vraiment de s'imaginer, en fin de compte, que le bonheur est dans le pré et qu'il faut que quelque chose d'autre arrive, quelque chose d'extérieur, un changement extérieur arrive pour que l'on puisse être heureux. Un petit peu dans la même catégorie, on a ce qui s'appelle l'erreur d'équité.
Celle-là, je l'entends régulièrement. L'erreur d'équité, c'est cette croyance irrationnelle, extrêmement irrationnelle, de croire que la vie devrait être juste. Et qu'il devrait y avoir une espèce de justice, une espèce de quelque chose un petit peu genre, peut-être pas le jardin d'Éden, mais presque, quoi. Que lorsque la vie, elle est perçue comme injuste, et du fait où elle l'est régulièrement, donc c'est quelque chose qui arrive tout aussi régulièrement, eh ben, on peut entrer en état de colère, de dépression, etc. Alors, généralement, la colère a cet avantage ça peut conduire à une tentative de corriger la situation et il y a donc des actions. Et ça peut être plus facile de faire comprendre après à la personne que ben non, ça marche pas comme ça. Si on entre en dépression, c'est quand même plus difficile de faire sortir les gens de cette situation. Mais en fin de compte, dans le travail psychologique que l'on fait là-dedans, c'est cette espèce de croyance d'une justice universelle en quelque sorte. Et la justice universelle, ça n'existe pas. Tout simplement. L'équité, la justice, de toute façon, ça varie d'une culture ou d'un peuple à un autre, d'un pays à un autre. Il n'y a pas de système juste envers tout le monde, dans tous les pays du monde, ça n'existe pas. Et puis, comme j'aime à le dire, en fin de compte, si vraiment on vivait dans un monde juste, un petit peu paradisiaque, où tout va bien, tout le monde s'aime, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, etc., je crois franchement qu'on finirait par s'ennuyer extrêmement beaucoup. Donc, ça, c'est l'erreur d'équité. Enfin, comme dernier biais, ça va être ce qu'on appelle l'étiquetage. C'est un petit peu dans le goût de la généralisation dont j'ai parlé plus tôt, ou de cette surgénéralisation. Et ça va être d'attribuer les actions d'une personne à son caractère plutôt qu'à un attribut. C'est-à-dire, les gens qui font ça, ou les gens qui disent ça, ce sont ces genres de personnes. Boum, on lui a mis une étiquette. Des fois, on va dire ça va être juger. Juger les gens. Je crois qu'on utilise régulièrement ce mot en français. Et on va juger les gens sur une action, sur une chose qu'ils ont dit, sur un aspect, sur quelque chose. On ne s'imagine pas que ça peut être accidentel, que il a une mauvaise journée, tout comme ça peut nous arriver, il a une mauvaise humeur, il a eu des problèmes, enfin bref. Non, ça va être, boum, il va être étiqueté. Ça aussi, c'est quelque chose qui est régulièrement problématique parce que notre cerveau fonctionne de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez sûrement vu ces espèces de posters ou trucs comme ça, des photos, ces mêmes, où vous avez des trucs du genre avant de me juger, marche 3 lunes dans mes mocassins, ou avant de juger les autres, il faut que tu saches la vie qu'il a eue, enfin bref. Et tout ça, c'est des conneries parce que nous jugeons. On juge constamment, tout le monde, vous aussi. On juge parce que c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Si en ce moment, par exemple, vous êtes sur une chaise ou je ne sais pas trop, vous vous retournez pour voir un petit peu aux environs, pour regarder autour de vous dans la pièce, ne vous imaginez pas que vos yeux voient tout et transfèrent toutes les informations à votre cerveau. Vos yeux vont voir quelques informations qui vont choper en flash, à quelques centimètres, etc. Et votre cerveau va faire le lien logique. Parce que tout simplement, votre cerveau ne peut pas utiliser toutes ces informations, il y en a trop. Donc, on fait quelques flashs, et puis le cerveau, après, fait un petit travail de je vais mettre les liens, et puis on n'en parle plus. Et c'est pour ça que des fois, on ne voit pas quelque chose qui est devant nous, parce que vos yeux, ils ont fait le flash à gauche, le flash à droite, votre cerveau, il a fait le lien, et donc vous n'avez pas vu ce qu'il y a au milieu. C'est quelque chose de très utile de juger, parce que c'est comme ça que l'on peut prendre des décisions rapides. Par exemple, si étant petit, vous avez mis votre main sur une plaque de cuisson qui était rouge parce qu'elle était chaude et que vous vous êtes brûlé, à partir de là, vous allez juger que toutes les choses qui sont en fer et qui sont rouges, au premier abord, peuvent être chaudes.
C'est donc un jugement que l'on fait à l'arraché. C'est bien entendu plus compliqué lorsqu'on parle d'être humain, parce que l'être humain est plus compliqué qu'une plaque de cuisson, enfin j'espère. Mais c'est quelque chose que l'on utilise constamment, parce que si on devait analyser toutes les personnes de fond en comble avant de savoir si on veut être copain ou pas, on n'en finirait pas, on ne prendrait jamais une décision. Donc on juge à partir de certains principes, à partir de certaines choses, à partir de certaines idées, et donc on juge tous et tout le monde nous juge, et c'est comme ça. Donc l'étiquetage est une méthode relativement courante et très utilisée, et c'est pour ça que ça peut être difficile, quand on parle d'étiquetage, de faire la différence sur l'étiquetage nécessaire et l'étiquetage qui est un problème. L'étiquetage devient un problème si vous dites que tous les gens qui font ceci sont des moins que rien, et qu'un jour, par erreur, vous faites cette même chose, et tout d'un coup vous vous dites, zut, moi je ne suis pas un moins que rien, donc plutôt que d'enlever l'étiquetage, on va dire c'était pas de ma faute, et on va passer à un autre biais en disant c'est pas ma responsabilité, et blâmer quelqu'un d'autre. Et donc, de cette façon, on passe de l'un à l'autre. Donc l'étiquetage va être une forme de pensée ou de biais qui va mener aux autres et qui va vous empêcher de vous développer. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, il y a des bouquins. Si vous trouvez des bouquins de Albert Ellis ou de Aaron Tibet qui sont traduits en français pour beaucoup d'entre eux, prenez-les. Il y a des livres excellents sur le sujet. Personnellement, j'ai fait une formation ou un programme en 22 leçons qui s'appelle ABC, qui justement est basé sur les principes d'Albert Ellis. Vous pouvez le trouver sur le site abc.malka.xyz. Donc avec des bouquins, avec éventuellement ce programme ou un autre, si vous trouvez quelque chose qui vous correspond mieux, allez-y. Vous pouvez améliorer certaines choses, mais si vraiment il y a des problèmes qui sont récurrents, là c'est un fait que il va falloir faire appel à un thérapeute qui a des connaissances cognitives, bien entendu, et qui va pouvoir vous donner un regard frais, un regard neuf, pourra-t-on dire, et vous poser les bonnes questions et vous mener à remplacer ces biais et ces limitations cognitives avec quelque chose de plus rationnel et de plus proche de la réalité. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait bien plaisir de tous vous voir, surtout que le webinaire donc, de la semaine dernière, il a sauté parce qu'il y avait ces problèmes avec Webinar Ninja. Et puis, si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis tout simplement me demander de faire un sujet. Et puis sans ça, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire, podcast. À bientôt. Au revoir. Merci Sophie, c'est bien, c'est intéressant comme toujours, c'est sympa. Alors là, je vous dis un petit truc parce que je vais sûrement utiliser un autre système que celui que j'utilise en ce moment, justement à cause des problèmes dont je vous ai parlé avant le webinaire. Mais la prochaine fois, je vais faire un test avec ce nouveau système et il n'y aura que 20 places. Alors, autant de personnes peuvent s'y inscrire que possible, mais après la 20e personne, impossible d'entrer. Donc, si vous voulez y participer, sachez-le. Ok, maintenant, je vous laisse. Au revoir Nathalie, au revoir Sandrine, je vous en prie Stéphanie, je vous en prie Cynthia. Et puis je vous dis à bientôt, merci d'être venus si nombreux. Au revoir. Cyril Malka, sans divan.